Longtemps marginalisée dans notre société, la protection et le respect des droits des personnes handicapées restent et demeurent un grand défi à relever malgré les nombreux efforts du gouvernement. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Les maladies tropicales négligées et le handicap, liens et impacts sociaux est la thématique qui nous réunit sur ce plateau. Pour en parler, j'ai à mes côtés Nassirou Domingo. Il est le président de la Fédération des associations des personnes handicapées. Nous avons également son trésorier. Il a pour nom Adigny Gilles. Et enfin, Joseph Martial Kakmochichi, kinésithérapeute, j'y arrive, spécialiste dans la prise en charge des maladies tropicales négligées. Chers invités, bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Ma toute première question va s'adresser à vous, Monsieur le Président. Dites-nous, la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin s'attelle à quoi plus précisément? Quelles sont les personnes handicapées qui constituent cette fédération? Qui peut-on appeler personnes handicapées? Merci, madame. La Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin est la structure fêtière de toutes les organisations de personnes handicapées au Bénin et compte près de 200 associations réparties dans les 12 réseaux départementaux. Cette fédération de personnes handicapées a pour objectif la défense des droits de toutes les personnes handicapées au Bénin. Et compte dans ses rangs les divers types de handicap, si je peux parler, les moteurs, qu'on appelle généralement handicap physique, handicap auditif, handicap visuel, handicap intellectuel et autres. Nous sommes également sur ce plateau dans le cadre du projet Pro Handicap. De quoi retourne ce projet? Le projet Pro Handicap nous permet de sensibiliser au fait les personnes handicapées comme les personnes non handicapées sur les maladies tropicales négligées. Dans la mesure où ces maladies négligées, maltraitées, entraînent le handicap. Et ce que nous ne voulons pas, nous voulons que très tôt, les personnes handicapées souffrant de ces maladies puissent rapidement se faire détecter et pour vraiment ne pas devenir personnes handicapées. Donc voilà l'objectif. Et nous pouvons aussi dire que le projet nous a permis quand même de faire une large sensibilisation, de former, de sensibiliser les populations au niveau départemental comme au niveau communal, de faire des formations sur la thématique du handicap aux personnes handicapées, aux personnes non handicapées, de faire des plaidoyers afin que le respect des droits des personnes handicapées puisse vraiment être réalisé dans notre pays. Alors, vous êtes en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Fondation ANESVAD. Monsieur le Trésorier général, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Fondation, des liens qui vous unissent à la Fondation ANESVAD? Merci beaucoup. Il faut dire, comme vous venez de préciser, que nous avons effectivement beaucoup de partenaires. Mais pour aborder la thématique des MTN, c'est-à-dire des maladies tropicales négligées, il faut aller vers les partenaires qui ont l'habitude depuis des décennies déjà à accompagner nos parents, à accompagner la société béninoise dans le traitement de la maladie tropicale négligée. Et c'est pour cela que nous avons fait recours à la Fondation ANESVAD, qui est une fondation espagnole basée en Espagne et qui a accepté volontairement nous accompagner pour la sensibilisation et sur aussi la formation, même des plaidoyers à l'endroit de nos gouvernants, histoire de comprendre que après le handicap, après la guérison
des MTN, les séquelles que traîne la personne souffrant des MTN constitue déjà un handicap. Et en tant que tel, cette personne rejoint le monde des personnes handicapées et il faut alors en parler. Merci. J'ai sur ce plateau, comme je l'annonçais en début d'émission, le kinésithérapeute. Il est le spécialiste dans la prise en charge des maladies tropicales. Que peut-on savoir sur les MTN? Merci, Madame la journaliste. Nous pouvons dire que, déjà pour définir, donner une idée de ce que c'est que les MTN, les MTN sont un groupe de maladies transmissibles, en majorité transmissibles, donc un groupe de maladies en majorité transmissibles, qui sévissent dans des zones isolées, d'hygiène défectueuse, zones rurales, surtout isolées d'hygiène défectueuse. Ça touche les populations pauvres. Donc voilà en résumé les caractéristiques de les exemples de ces maladies, au Bénin particulièrement. Exemple de maladies, ce que nous connaissions il y a très longtemps, c'est la lèpre par exemple. La lèpre souvent sévit dans des zones isolées, rurales. L'onchocercose. Le ulcère de Borrelie aussi, qui est une maladie tropicale négligée. Il y a plein d'autres maladies que nous ne soupçonnons pas faire partie du groupe des maladies tropicales négligées. L'envenimation par morceau de serpent, par exemple, fait partie du groupe des maladies tropicales négligées. Pour ces types de maladies, en fait, il y a peu de recherches. Les chercheurs ou les grands groupes qui font la recherche s'y intéressent peu parce que derrière cela, c'est le faible pouvoir d'achat des populations. Parce que, comme je l'avais dit, ce sont les populations pauvres qui sont la plupart du temps touchées. Et là où il y a une hygiène défectueuse, vous savez que souvent ce sont des gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui vivent dans des zones où l'hygiène est très défectueuse. Donc voilà en résumé ce que je pourrais dire par rapport aux maladies tropicales négligées. Et docteur, comment se fait la prise en charge de ces maladies au Bénin? Pour la prise en charge de ces maladies, il y a plusieurs types de programmes. Quand je prends par exemple un programme spécifique, qui est le programme de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Borrelie, il y a des centres, des hôpitaux qui sont au niveau du territoire et qui ont été érigés dans des zones où ces maladies sévissent la plupart du temps. L'hôpital qui est plus proche de nous, spécialisé dans la prise en charge de ces maladies tropicales négligées, c'est le centre de dépistage et de traitement de l'ulcère de Borrelie qui est juste à Alada, à côté de votre siège, de votre siège, et qui prend en charge par exemple les malades atteints de la lèpre, de l'ulcère de Borrelie, mais au-delà de ça, les malades atteints du pian aussi, qui est une autre maladie tropicale négligée, qui prend en charge toutes les maladies tropicales négligées. C'est vrai qu'au départ, cet hôpital était spécialisé, a été mis en place pour prendre en charge l'ulcère de Borrelie, mais compte tenu de la politique d'intégration de la prise en charge décrétée au niveau de l'OMS, les compétences de ces centres, qui sont 4 au total sur le territoire, ces compétences ont été élargies pour que les patients, toute population souffrant de maladies tropicales négligées s'adressant à ces centres puissent quand même être pris en charge, ou si cela dépasse les compétences de ces hôpitaux, ils puissent être orientés vers les autres hôpitaux qui pourront peut-être avoir un peu plus. Parce qu'il y a par exemple le programme qui lutte contre l'onchocercose et qui est beaucoup plus spécialisé. Mais les programmes au niveau du ministère de la Santé travaillent ensemble pour que les populations puissent bénéficier d'une meilleure prise en charge. Je reste toujours avec vous. En tant que spécialiste de ces affections-là, quel est le lien entre les personnes handicapées et les MTN? Oui, déjà, une personne non handicapée peut devenir personne handicapée avec les MTN. Comment ça se passe? Je prends par exemple le cas de la lèpre que beaucoup de gens connaissent et qui existait il y a des décennies. Dans son évolution, quand il n'y a pas une prise en charge précoce au niveau de la lèpre, quand on ne fait pas attention aux premiers signes, par exemple au niveau de la lèpre, progressivement, nous allons vers des déformations au niveau des doigts, des déformations au niveau des pieds, une diminution de la sensibilité au niveau du membre, des parties atteintes, ce qui fait que ces déformations ne permettent pas à cette personne qui était personne non handicapée de pouvoir jouir. Il y a une diminution de ses capacités à un moment donné et cette personne commence par devenir une personne handicapée. Parce que ces affections, cette diminution devient persistante. Et parce qu'elle devient persistante,
elle devient une personne handicapée. Quand je prends le cas de l'ulcère de Borrelli, par exemple, c'est une maladie qui crée, par exemple, des plaies au niveau des membres, des plaies externes, au niveau des membres, au niveau des parties du corps qui sont atteintes, et progressivement crée des déformations aussi, ou parfois même nous allons jusqu'à une amputation de ces membres parce que ça peut toucher l'os. Et une personne amputée ou une personne qui a des membres déformés n'est plus une personne non handicapée. Elle devient une personne handicapée parce que nous avons à ce moment des déformations qui deviennent persistantes. Un problème qui devient persistant à ce niveau, à son niveau. Et cette personne est assujettie progressivement à des obstacles en voulant travailler, en voulant vaquer à ses occupations quotidiennes. Donc voilà. Monsieur le Président, on a beaucoup de sensibilisation sur les différentes plateformes et sur les télévisions et les radios. Dites-nous aujourd'hui, quel est le regard de la société vis-à-vis des handicapés? Oui, merci Madame la journaliste. Le regard vis-à-vis des personnes handicapées aujourd'hui n'a pas aussi trop évolué. Ça n'a pas évolué dans la Malgré les sensibilisations. Oui, mais ça n'a pas évolué. Il faut toujours continuer parce que vous savez que le handicap, c'est par rapport au poids socio-culturel qu'on ne peut pas enlever du jour au lendemain. Les croyances font que les gens ont toujours dit, et si nous partons même de l'appellation, de la désignation d'une personne qui porte le handicap, d'abord c'est un incapable, c'est un invalide, c'est quelqu'un qui est malsain, si on peut parler ainsi. Et du coup, même parfois même on dit il est handicapé. Quand on dit il est handicapé, c'est déjà un obstacle qui est là. Et qu'est-ce que nous pouvons faire avec une personne qui a des obstacles? Et c'est au fait ça la réalité, dans la mesure où le handicap en lui-même, c'est pas là le problème. Mais c'est les obstacles auxquels les obstacles dus au comportement de la population, les obstacles institutionnels, les obstacles environnementaux et les obstacles de communication. C'est tous ces obstacles auxquels font face une personne qui a eu certaines déficiences, qui a laissé des séquelles que nous appelons handicap, qui font que le regard social n'arrive toujours pas à admettre que cette personne peut faire quelque chose au même titre que les autres, parce que, avec une certaine surprotection en disant, si elle veut faire, elle risque d'aggraver son handicap, ou cette personne-là, écoutez, il faut avoir pitié de lui. Et ça, à partir des églises, des croyances, il ne faut pas le laisser. Et j'ai parlé de la surprotection tantôt. Pour cette personne handicapée, c'est parce ses parents ont fait des choses peu orthodoxes qui font que ce n'est que le résultat des choses mal faites qui font que cette personne handicapée est là. Et donc, nous sommes sur cette chaîne, nous parlons toujours de sensibilisation pour finalement montrer aux gens que le handicap, ce n'est pas ce que le commun des mortels pense. Je suis ici, je ne me suis pas présenté en tant que personne handicapée, mais je suis une personne handicapée physique. Les auditeurs, quand ils seront en train de me voir ne me connaissant pas, ne peuvent me lier aucun handicap. Mais pourtant, je suis personne handicapée. Et ça, je montre aujourd'hui que je suis personne handicapée et je suis en train de parler avec vous parce que vous m'aviez invité. Si vous ne m'aviez pas invité, je ne serais pas là. C'est parce que vous avez pensé que nous avons la capacité de vous parler de nous-mêmes, et nous sommes là, nous avons parlé de nous-mêmes en tant que personne handicapée. Et donc le regard est toujours là. Et comme je l'ai dit, le regard n'a pas encore changé complètement comme nous le voulons. La preuve, c'est que vous avez toujours les communiqués que vous passez qui dit personne atteint de maladies, de poliomyélite, même s'il guérit, ne doit pas venir compétir avec les autres. Voilà ce que je voudrais répondre à votre question. Monsieur Adéhi,
En quoi ce regard influence-t-il sur sa participation à la vie sociale, économique, politique ou même culturelle? Merci, madame. Vous savez, c'est vice-versa. C'est transversal le problème du regard que pose mon président. Vous voyez, lorsque la personne handicapée se sent discriminée par le regard, systématiquement, elle se résigne en elle-même. Du coup, elle n'arrive plus à développer ses potentialités. Vu déjà qu'elle se dit ou qu'elle se sent lésée ou touchée par les dictions, les regards ou les astuces montées pêle-mêle autour d'elle. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on ne me critique pas? Si je vais parler, moi je suis personne handicapée visuelle par exemple. Je ne peux pas tout voir autour de moi. Est-ce que lorsque je suis en train de parler maintenant, je fais la main, est-ce que ça ne dispose pas quelqu'un de proche? Est-ce que quelqu'un ne trouve pas ça malsain ou bien quelqu'un n'a pas d'autre regard? Déjà, tout ceci amène la personne handicapée à se résigner en elle-même. Ça, c'est le premier aspect. Donc, la discrimination ne permet pas à la personne handicapée de développer et de démontrer sa potentialité. Ce qu'il faut forcément dissiper pour lui permettre de vivre librement, de se manifester, de se donner à la vie politique, la vie associative ou les conditions environnementales de son milieu ou de sa localité. Maintenant, de l'autre côté, c'est que vous-même, vous n'en bénéficiez pas. Vous êtes personne non handicapée. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai d'autres formations. J'ai aussi des potentialités à vous vendre, j'ai des orientations à vous donner. Mais puisque vous ne collaborez pas avec moi, puisque vous me rejetez systématiquement à cause du handicap, c'est que vous n'allez pas bénéficier des avantages de ce que je pouvais vous apporter de façon trop proche. Vous voyez, madame? Tout à fait. Voilà, là, je serai obligé, vous serez en train de chercher ce que vous voulez et que vous avez ailleurs, proche alors de vous. que c'est tout Voilà, proche. c'est ça, madame. C'est ce qui cerné. Docteur, voilà ce qui est bien dit. Est-ce que les victimes des MTN bénéficient de ce même regard de discrimination, je dirais, dans la société? Merci. La transition est toute faite. Je peux dire que parmi les caractéristiques des maladies tropicales négligées, il y a la stigmatisation et la discrimination. Parce que quand je prends toujours le cas que les gens connaissent le plus, la lèpre ou l'ulcère de Buroli, la plupart, depuis Mathusalem, tous ceux qui étaient atteints de lèpre étaient isolés. On les isolait, on les considérait comme des gens qui ont un poids venant de leurs parents. Ça continue même si ça a diminué, ça continue. Il y a cette stigmatisation où parfois on dit oui, il vient de telle famille, dans cette famille, ce sont des gens qui souffrent de tel, donc ne vous y approchez pas. Bref, c'est un peu compliqué. Même l'ulcère de Buroli aussi, il y a cette stigmatisation où pour le commun des mortels, on dit la plupart du temps, c'est parce que vous avez été envoûté, parce que vos parents ont fait quelque chose, que vous avez cette maladie-là. Parce qu'on n'arrive pas à se l'expliquer. Et parce qu'on ne se l'explique pas, on accroche ça à quelque chose. Et ceux qui en souffrent ou qui ont après des séquelles physiques ou autre chose sont stigmatisés. Il y a un autre regard vers eux. Et la plupart du temps, ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on les regarde parce ils traînent des séquelles. Ils deviennent personnes handicapées et, comme l'a dit le président tout à l'heure, les personnes handicapées sont isolées dans notre société. On pense qu'ils ne peuvent rien faire. Monsieur Domingo, qu'est-ce qui explique cet état de fait? Quels sont les facteurs qui nous amènent à cette discrimination envers les handicapés? La peur. Il y a déjà la peur. Il a dit tantôt que les gens pensent qu'ils sont incapables. Il y a la pitié. Il y a la surprotection. Il y a que ce que je n'ai pas vu, la personne n'est pas comme moi, est-ce que cette personne peut? Et donc c'est cette difficulté, ces regards négatifs que nous prenons, qui font que les personnes handicapées ont beaucoup de problèmes. Et je l'ai dit, c'est pas nous n'avons pas de problème. Moi apparemment, je n'ai pas de problème lié à mon handicap. Mais j'ai des problèmes de la manière dont l'autre me traite.
de la manière où je vais demander à faire quelque chose, on dit non, tu ne peux La pas. frustration. Il y a aussi qui conduit aussi à la frustration. Et tout ça vient, je l'ai dit, des pesanteurs socioculturelles Socioculturel. que nous allons essayer de bannir. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes handicapées, malgré tous ces obstacles, ont pu arriver à un niveau donné dans la société. Qu'est-ce que le projet fait pour remédier à cet état de choses? Voilà, déjà nous sommes là sur votre plateau, c'est déjà les faits du projet. Le projet, dans un premier temps, parle de la sensibilisation. La sensibilisation où nous sommes sur un plateau en train de parler du handicap, en train de parler de la maladie tropicale, des maladies tropicales négligées, où lorsque la guérison est déclarée, la personne est considérée comme une personne parfaite. Lorsque la maladie y existe, les médecins s'en occupent. Et j'ai un spécialiste en face de moi qui ne dira pas le contraire. Mais lorsque la personne est guérie, il est déclaré personne à part entière comme tout le monde. Et là, nous n'allons plus voir ces séquelles qu'elle traîne là pour dire qu'on doit l'isoler ou on doit toujours considérer que cette personne ne peut plus appartenir à son environnement. C'est ce qu'il faut d'abord dissiper, c'est ce qu'il faut laisser de côté. J'étais atteint de la lèpre, je suis allé à la léproserie ou au centre spécialisé, on m'a traité. Moi, je n'ai plus mes doigts bien redressés comme les vôtres. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler. Ça ne peut pas dire que je ne peux plus manger avec vous dans les mêmes plats. Non, je suis déjà guéri. Mais, chose faisant, je n'ai plus retrouvé mes droits comme vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. J'ai été atteint de l'ulcère de Buruli. Les taches, après, sont restées sur mon corps. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus partie de votre ou je ne vais pas me marier. Non. On s'est déjà guéri. Le médecin dit que ce n'est plus contagieux. C'est approuvé. Acceptez-moi tel que je suis. Et je ferai partie. Je vais aussi vivre parmi vous. Et on va essayer de faire le brassage des compétences. Voilà. Docteur, dites-nous comment se fait le dépistage des MTN? Le dépistage des MTN se fait au niveau des communautés. Il y a tout un plan qui est mis en place, toute une stratégie qui est mise en place pour aller vers le dépistage. Cela passe déjà par la formation du personnel de santé. Parce que c'est vrai qu'il y a des centres spécialisés dans la prise en charge, encore que l'intégration de la prise en charge, l'intégration de toute maladie. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une petite digression, les centres de dépistage et de traitement de l'ulcère de Borrelie ou de la lèpre ne prennent plus que ces maladies-là. Il y a toute ulcère de peau qui sont traités ou qui est traité au niveau de ces centres-là, toujours pour permettre l'intégration et éviter la stigmatisation. Parce que lorsqu'on voyait quelqu'un entrer dans ces centres, tout de suite on se disait « Ah, voilà ceux qui sont atteints de telle maladie, allez là ». Mais parce qu'on a commencé par prendre en charge toute ulcère de peau dans ces centres, on ne sait plus si la personne est atteinte de telle ou telle maladie ou pas, parce qu'on reçoit tout le monde au niveau de ces centres-là. Donc je disais tantôt qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place, la formation du personnel de santé, parce que tout le monde n'a pas les compétences pour faire le dépistage. Donc, nous formons tout le personnel de santé. Le programme, à travers beaucoup de formations, essaie de renforcer les capacités du personnel de santé qui sont au niveau des aires où ces maladies sévissent. Au-delà de la formation, il y a la sensibilisation aussi au niveau des communautés qui est faite. Le personnel de santé descend au niveau avec les relais communautaires. Il y a tout ce travail qui est fait main dans la main pour que les populations puissent être informées de ce que c'est qu'une maladie, ce que c'est que les maladies tropicales négligées, qu'est-ce qu'on peut appeler maladie tropicale négligée, comment l'éviter et comment pouvoir mener une vie saine. Et aussi, même quand une personne est atteinte de maladie tropicale négligée, comment la prise en charge est faite. Donc voilà, en fait, à part la sensibilisation, à part la formation, il y a aussi des stratégies avancées qui sont mises en place. Le personnel de santé descend la plupart du temps aussi au niveau des communautés, essaye de voir. Mais avant de descendre, il y a une communication qui est faite pour qu'on puisse dire aux gens, ah oui, ceux qui ont toutes plaies sur la peau, venez, nous allons voir. Parce qu'une plaie simple peut être une maladie tropicale négligée qui est en train de se mettre déjà en place et on ne va pas le savoir. Toute tache sur la peau, parce que par exemple la lèpre commence par une tache sur la peau, mais dans notre communauté, parce que ça ne fait pas mal, on néglige.
les agents de santé sont formés et pourraient dire, ah oui, cette tâche, c'est une tâche, par exemple, qui est en train d'aller vers une lèpre, c'est une tâche de la lèpre, il faut une prise en charge précoce. Donc voilà, en gros, ce Et qui est dans fait. le cadre de ce projet spécifiquement, quelle est votre contribution dans la prise en charge des personnes handicapées de façon générale et des MTN? Dans le cadre de ce projet, ce que nous faisons déjà, c'est la sensibilisation. Il y a la sensibilisation qui est faite, la formation de tout le personnel, des personnes handicapées comme des personnes non handicapées. Parce que les personnes handicapées, dans leur communauté, peuvent aussi aider à dépister les cas qui sont des cas de MTN et les orienter. Quand on les forme sur les signes de ces maladies tropicales négligées, dès qu'ils voient ces signes, ils les orientent vers le personnel de santé habilité à pouvoir approfondir le dépistage. Et ces personnels de santé, même s'ils ne sont pas dans des centres spécialisés, quand il y a des doutes, ils font recours maintenant aux centres spécialisés qui les aident à confirmer ou à infirmer le diagnostic qu'ils auraient entre-temps posé. Donc, comme je l'ai dit, il y a la formation, il y a la sensibilisation que nous aidons aussi à faire, et puis aussi la communication autour. C'est l'objet aussi de cette émission que nous sommes en train de faire pour pouvoir appuyer l'effort de la Fédération à travers le projet Pro Handicap. Monsieur le Président, dites-nous, quand les personnes atteintes des MTN viennent au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous faites, concrètement pour leur venir en aide? Et pour venir en aide aux personnes affectées d'MTN, c'est déjà discuter avec ces personnes, discuter dans la mesure où vous voyez ces personnes n'avaient pas le handicap longtemps. Parce que il y a une différence entre celui qui avait son handicap depuis le bas âge et celui qui acquiert le handicap. Et dans ces échanges, c'est de demander à celui-là de s'accepter, d'accepter son handicap, de banaliser le handicap et voir par rapport à nous, parce qu'aujourd'hui, nous faisons tout comme les autres, sauf que nous avons toujours de difficultés environnementales, nous avons toujours de difficultés institutionnelles, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer comme les autres. Parce que lorsque vous devenez personne handicapée suite aux maladies tropicales négligées et que vous ne vous prenez pas en charge psychologiquement, c'est que vous êtes encore des gens qui sont devenus moins que rien. Et quand la population voit déjà, ou la population déjà dans sa mentalité que vous êtes des gens moins que rien, et que vous confirmez ça, ça devient un problème pour nous, la lutte que nous sommes en train de faire. Quelqu'un qui est atteint de la maladie tropicale négligée est guéri. Donc c'est seulement les séquelles qui sont là. Et tout homme doit s'adapter à sa situation. Et nous leur disons, ces personnes peuvent toujours travailler comme tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes en train, dans ce projet, de faire des plaidoyers au niveau du gouvernement. Et si nous faisons des plaidoyers au niveau du gouvernement, c'est la reconnaissance simplement des droits des personnes handicapées à vivre en tant qu'êtres humains au niveau de tout le monde, étant donné que nous parlons aujourd'hui d'une société inclusive, chacun de nous doit pouvoir travailler. Et quand le handicap, ça n'épargne personne, ça peut arriver à tout le monde. Et je dis, ce n'est pas au moment où ça doit venir à vous. Ce n'est plus en ce moment-là que vous allez vouloir décider. Décidez dès aujourd'hui pour que quand ça arrive, nous puissions tous vivre en paix. Nous reviendrons sur les droits des personnes handicapées. Docteur, dites-nous, est-ce que les séquelles des MTN sont également traitées ou peuvent être traitées? Oui, les séquelles peuvent être traitées, mais tout dépend de la gravité de ces séquelles-là. Par exemple, quand je prends les séquelles physiques, nous avons aujourd'hui des médecins spécialistes, ou tout au moins un médecin spécialiste en chirurgie plastique qui aide à lever une partie des séquelles physiques. Je dis bien une partie
parce qu'à des moments donnés, quand ça devient profond, c'est un peu plus compliqué. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. Parfois même, les yeux sont touchés par les maladies tropicales négligées. Et à ce niveau, quand la personne, quand l'affection ou quand la gravité est très prononcée, ça devient irréversible. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que les séquelles peuvent être touchées, mais tout dépend du niveau de gravité de ces séquelles-là. Quelqu'un dont l'os, par exemple, est atteint et qui doit être amputé, on ne sait pas réparer cet os-là, mais on est obligé, pour que cette personne puisse vivre, on est obligé de l'amputer. C'est vrai que derrière ça, il y a toute une stratégie qui est mise en place pour que cette personne bénéficie d'une prothèse, mais comme on le dit la plupart du temps, le ressenti de cette personne par rapport à la prothèse, entre cette prothèse qui est artificielle et son membre, si elle était en place, ce ressenti n'est pas le même. Donc voilà ce que je peux dire. C'est vrai qu'il y a toute une stratégie qui est mise en place pour pouvoir accompagner, même si les séquelles se mettent en place, ce que nous appelons la plupart du temps la réadaptation et la réinsertion sociale de ces personnes-là. Mais comme le disait le président, tant qu'on peut travailler pour ne pas en arriver là, il faut le faire. Et c'est l'un des objectifs du projet aussi. C'est vrai, sensibiliser pour ne pas en arriver là, mais quand la personne est dedans, comment faire pour l'accompagner, pour que cette personne se sente quand même à part entière, faisant partie intégrante d'une société. Il faut que cette société puisse l'accepter, lever les obstacles qu'elle a mis en place pour rejeter cette personne-là, ce qui nous avait amené à la discrimination, la stigmatisation, pour qu'on n'arrive pas là. Monsieur Adény, est-ce que le projet, les actions du projet prennent en compte cette partie où vous pouviez contribuer à la réparation des MTN, c'est-à-dire offrir par exemple une prothèse en cas de besoin, des actions fortes pour pouvoir soulager les personnes atteintes des MTN? Et pour le moment, à notre niveau, non. Le projet actuel ne prend pas en compte ces types de soins. Mais néanmoins, et ça, pour le moment, le projet s'accentue sur d'abord la sensibilisation et sur la formation, plusieurs types de formations pouvant permettre même aux personnes handicapées de vite diagnostiquer pour ne pas en arriver là. Mais bon, nous sommes toujours en train d'échanger avec le partenaire pour qu'à la fin de ce projet, qu'on puisse élargir encore le champ d'activité, pourquoi pas d'un nouveau projet pouvant aller jusqu'aux soins. Quels sont les types de handicaps souvent conséquences des MTN, docteur? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons les handicaps physiques. En majorité, ce sont les handicaps physiques que nous constatons. Il peut y arriver qu'on ait le handicap visuel, mais la plupart du temps, c'est le handicap physique parce que ces maladies tropicales négligées touchent d'abord la peau et progressivement vont un peu plus loin. Mais le handicap visuel parce que le visage peut être touché, ce qui va atteindre l'œil et tout ce qu'on peut avoir comme conséquence. Ce que je voudrais compléter aussi, au-delà même de l'action de la fédération, c'est vrai, la fédération ne peut pas tout embrasser à la fois et je suis très content qu'elle travaille sur la sensibilisation parce que si on arrive à avoir un changement de comportement, on pourrait énormément éviter beaucoup de choses, on pourrait éviter à arriver vers un certain nombre de choses. Mais déjà, au niveau du programme de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Borrelie, par exemple, et au niveau de ANESVAD, qui, au départ, la fédération, le président en avait parlé, ou le trésorier, en fait, ANESVAD intervenait déjà dans les MTN avant le projet Pro Handicap. Et dans ces actions, travaillait déjà à aider à rendre les soins, quand même la prise en charge pratiquement gratuite pour les personnes atteintes de maladies tropicales négligées, en subventionnant par exemple l'achat d'un certain nombre de matériels, en subventionnant l'achat d'un certain nombre de médicaments, en accompagnement des actions de l'OMS déjà. Donc dans ce cadre, toute personne atteinte de maladies tropicales négligées, surtout quand je prends les cas que nous connaissons, que le commun des mortels connaît, la lèpre, l'ulcère de Borrelie et autres, ces personnes peuvent être prises en charge totalement à moindre coût, je dirais même gratuitement au niveau
des centres de prise en charge parce que le médicament est mis à disposition gratuitement. Même les pansements sont la plupart du temps faits gratuitement. Donc, ces personnes déjà bénéficient. Maintenant, par rapport à la réadaptation, elle est faite aussi pratiquement gratuitement. Parce que lorsque ces personnes sont réellement diagnostiquées, dépistées, atteintes de maladies tropicales négligées, par exemple, et sont amputées, parce qu'on est arrivé à un point de non-retour où ces personnes doivent être amputées, ces personnes bénéficient de prothèses gratuitement. Gratuitement, au niveau des centres spécialisés. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire. Il y a un grand effort qui est fait au niveau du gouvernement avec ses partenaires comme l'OMS, comme la Fondation NSVAD et bien d'autres pour pouvoir accompagner les personnes. Déjà, éviter qu'on arrive vers les problèmes de séquelles physiques ou autres séquelles visuelles ou autre chose. Mais déjà, lorsque ces personnes sont dedans, comment faire pour les accompagner pour qu'elles ne soient pas discriminées, stigmatisées, mises à l'écart au sein de la société. Il y a tout un volet aussi de réinsertion socio-professionnelle sur lequel il y a toute une réflexion qui est menée, des actions qui sont en train d'être menées aussi pour que, je prends l'exemple par exemple d'un père de famille qui avait l'habitude de nourrir sa famille, de travailler, de nourrir sa famille, mais qui est atteint d'une maladie tropicale négligée, qui est obligé par exemple à un moment donné qui n'arrive plus à vaquer à ses occupations. Donc, on n'arrive plus il ne parvient plus à gagner correctement sa vie. Du coup, cette personne, il faut qu'on réfléchisse avec elle pour voir quelle activité elle peut mener dans son état. S'il était mécanicien, est-ce que au lieu de continuer par faire la mécanique, on peut l'aider, par exemple, à faire de l'élevage, on peut l'aider à faire autre chose, toujours pour qu'il garde cette condition de père de famille qu'il avait, sa dignité. Exactement cette dignité-là, pour qu'il ne soit pas totalement, pour que cette personne ne soit pas totalement isolée et devienne un moins que rien au sein de sa société, où il n'arrive plus à donner des ordres dans sa famille, n'arrive plus à subvenir aux besoins de ses enfants et de sa femme. Donc, est-ce que, Monsieur le Président, la Fédération travaille dans ce sens-là? Oui, c'est le combat de tous les jours et c'est le combat de la Fédération. Même si nous ne prenons pas un cas spécifique, nous disons qu'aujourd'hui, toute personne ou tout enfant handicapé a le droit d'aller à l'école. Et quand vous allez à l'école, vous finirez par connaître vos droits et à les défendre. Et quand vous allez à l'école, vous n'irez pas avoir une formation. Et quand vous avez la formation, vous aurez un emploi. Et en ayant un emploi, vous allez vous assumer votre dignité. Ce qui est difficile dans la réalité. Voilà ce qui est difficile dans la réalité, mais nous y arriverons parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, dans tout le Bénin, toutes les personnes handicapées n'ont rien à faire. Les personnes handicapées, il y en a, malgré toutes ces difficultés, qui assument. Qui s'affirment. Qui s'affirment. Et qui font même plus que les non-handicapés. On peut les trouver, on peut les compter. Et donc, ceux-là qui s'affirment déjà et qui font quelque chose, je pense que ceux-là, nous pouvons les valoriser pour pouvoir montrer à d'autres qui pensent que lorsque vous êtes personne handicapée, que c'est la rue qui vous entend, que c'est l'arrière qui vous entend. Non. Parce que les personnes handicapées aussi ont développé leurs capacités. Et quand je vois, surtout au niveau des communiqués, à même diplôme égal, même cursus scolaire, et quand il s'agit de chercher de l'emploi, on dit non, vous ne pouvez pas arriver. Vous devez aller qu'à l'élevage, vous devez aller qu'à la cordonnerie. Je dis non, que c'est discriminatoire et l'équité n'y est pas. L'équité n'y est pas. Est-ce que ce n'est pas la faute aussi du pouvoir en place? Ce n'est pas moi qui le dis, mais il semblerait que c'est la faute au pouvoir, parce que je dis souvent que les obstacles que nous rencontrons, c'est institutionnel. C'est un manque de volonté politique. Nous ne pouvons pas tout mettre sur la charge de l'État. Il y a d'abord les parents à la maison qui doivent faire l'effort de faire un travail. L'État est là. Il doit subvenir aux besoins de tout le monde.
Je n'ai pas envoyé mon enfant handicapé à l'école. Je ne peux rien réclamer de l'État. J'ai envoyé mon enfant à l'école, il a eu les diplômes en tant qu'enfant Donc, la faute handicapé. incombe d'abord aux D'abord parents, aux parents. puis ensuite... Quand nous quittons, la communauté immédiate, qui doit savoir qu'on doit prendre en charge l'enfant handicapé, parce que cet enfant handicapé n'est pas un extraterrestre. Ça vient des parents non handicapés, en général. D'où alors ces enfants arrivent et on trouve que moi, je ne peux pas être géniteur de cet enfant, il faut que je casse cet enfant. L'enfant handicapé a un seul diplôme, il a une bonne formation. Et quand il a la formation, on peut opposer ça à l'État. Mon enfant a été à l'école, il a la formation. Il veut construire sa vie, vous devez l'aider. Et ce n'est qu'en ce moment-là, quand l'État refuse maintenant, que nous pouvons dire, voilà. Parce que généralement, on te dit, bon, ouais, on veut bien. Mais où? Vous êtes handicapé physique, moteur. Je suis Une personne handicapée physique. oui. Est-ce que vous travaillez dans un ministère, dans une structure étatique? J'aurais bien voulu travailler dans un ministère. Mais le fait de mon handicap ne m'a pas permis de postuler au même titre que les autres pour pouvoir être engagé. Et c'est pour ça que nous continuons le combat. Je suis socio-anthropologue de formation. J'ai eu des diplômes comme tout le monde. J'ai parcouru le cursus comme tout le monde. Mais à un certain moment donné, je suis empêché d'aller travailler et je suis obligé de vivre à mon propre compte. Vivre à mon propre compte, qu'est-ce que prestataire de service? C'est de ça que je vis aujourd'hui. J'aurais voulu autrement. Mais cela ne dit pas que c'est une difficulté pour moi. Non. Parce qu'il y en a qui cherchent ça, qui n'ont pas trouvé. Je travaille aujourd'hui pour un programme d'intégration scolaire des enfants handicapés. Je suis moi-même handicapé. J'arrive à convaincre la communauté d'envoyer son agent et son enfant à l'école. Et que cet enfant qui va à l'école peut devenir quelque chose de mieux que les enfants non handicapés qu'on pense qu'ils seront les meilleurs. Monsieur Adin, Oui, que dire des droits des personnes handicapées? Ok, je vais dire le Bénin, et à l'instar, comme toutes les autres nations, ont reconnu qu'il y existe des droits, qu'ils ont voté même des droits, des textes de loi qui légifèrent définitivement, qui concèdent à la personne handicapée un droit comme tout être humain. Et d'abord, dans la globalité, tout ce qui concerne des droits humains sur notre planète Terre implique d'abord les personnes handicapées. Et en dehors de ça, il y a des lois. Je prends la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est au plan mondial. Et le Bénin l'a adopté et l'a ratifié. Et mieux, si je prends la Constitution de 1990, on a réservé quand même si ce n'est pas bien déterminé, on a réservé une ligne à travers l'article 26 parce que c'est que la personne handicapée, sauf qu'eux, ils ont parlé d'accompagnement. Mais il y a la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Même si je quitte encore, il y a les ODD qui disent de ne laisser personne de côté. Quand nous prenons tous ces tests, ça légifère déjà largement, ça concède déjà largement à la personne handicapée ces droits qu'on ne devrait pas omettre ni brimer. Je reste avec vous, Monsieur Adin. Dites-moi, quelles sont les discriminations les plus usuelles dont continuent d'être victimes les personnes handicapées, en particulièrement celles qui sont victimes des MTN? Attendez, je suis personne handicapée. Je l'ai contracté peut-être depuis mon enfance ou suite à une maladie MTN. On m'envoie, après ma guérison,
malgré que je traîne mes séquelles et que ça n'empêche personne, et ça ne devrait agir sur personne, on m'entraîne dans une école pour me faire inscrire et le directeur refuse. C'est déjà une discrimination flagrante. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le pays. C'est le premier aspect. On refuse à ce que j'aille dans les mêmes écoles que mes frères, que ceux avec qui je dors dans la même maison. J'ai mes soeurs, j'ai mes frères, et nous dormons même sur la même natte. Mais on nous envoie à l'école, on prend tous les autres et moi on dit parce que je suis personne handicapée, non, l'école ne va pas me recevoir. C'est déjà une discrimination. Mieux, j'ai subi les discriminations, les stigmatisations, les regards d'autrui, les difficultés de non-accessibilité et tout le reste. Et puis j'ai pu avoir un diplôme, comme tout le monde. L'État passe communiquer à la radio, il y a tel concours d'entrée en fonction, mais on dit les personnes inaptes au sport ne vont pas, ils prennent pas, les personnes handicapées visuelles et autres ne sont pas destinées ou ne sont pas autorisées à participer à ces mêmes concours. Même plus tard, pas plus tard l'année dernière, un enseignant handicapé a été chassé du théâtre de surveillance à l'examen à la composition de l'examen de baccalauréat, session, je pense, 2021. Et nous avons critiqué, nous avons fustigé. Je remercie au passage le directeur de l'office de bac qui a pesé de tout son poids pour que finalement cet enseignant soit orienté vers la correction où on nous dit que la personne handicapée ne peut pas surveiller. Mais je ne peux pas surveiller, j'ai le même diplôme que vous. Et moi, je sais que je peux tenir debout. Et j'ai l'habitude de faire la chose depuis des années. Et un jour, vous vous levez subitement et vous dites, il ne doit pas le faire. C'est sous-estimé. C'est ne pas me permettre de développer mes capacités intellectuelles que j'ai acquises difficilement. Moi, je suis une personne handicapée visuelle. Mais j'ai pu étudier comme vous. Mais aujourd'hui, je dis je veux être journaliste. Vous dites non, parce que je suis personne handicapée visuelle, que je ne peux pas être journaliste. C'est de la discrimination. Vous voyez, c'est ce que nous reprochons. Il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. Je suis une femme par exemple, je vais pouvoir accoucher parce que je suis une personne handicapée auditive, je fais mes signes de la main et le médecin me néglige ou bien la sage-femme me néglige ou au temps où je meurs avec mon bébé dans le ventre parce que défaut de communication. Donc, il y a tellement de discrimination, madame la journaliste. Monsieur le Président, avez-vous un appel à lancer? Oui. À l'endroit des autorités. Un appel à lancer à l'endroit des autorités, surtout à l'endroit des autorités dans la mesure où... En guise de mot de fin. Oui, en droit des autorités dans la mesure où nous avons déjà fait avec la population proche, avec notre communauté. Mais mon message serait de dire aux autorités de faire tout possible pour la prise des décrets de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Ce n'est que ce décret que nous attendons pour jouir quand même de la loi. Le décret, qu'on dit c'est prêt, je suis à 5 ans déjà par rapport au vote de cette loi. J'aurais bien voulu supplier le chef de l'État. Je sais que c'est un homme. S'il veut, il peut. Et quand il décide, il le fait. Du haut de ce plateau, lui demander humblement, en tant que père de cette nation, le fait déjà qu'il a promulgué la loi, j'aurais voulu qu'il prenne ces décrets. Et je vais parler en sa langue certainement. Les roudans, les Saint-Anna. Donc, les roudans. Les boutans. Les boutans. Les nous m'aider venir à boutans. Docteur, en guise de mot de fin rapidement. En guise de mot de fin, c'est je voudrais demander, déjà remercier Anézoad et puis la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin pour l'effort qui est fait afin d'apporter l'information plus loin et aider le ministère de la Santé, le gouvernement, à pouvoir aider la population à éviter ces maladies.
parce que ce que nous voulons, c'est le dépistage précoce. C'est éviter d'abord, mais quand ça commence, il faut le dépistage précoce et la prise en charge précoce. Donc, si nous allons vers cette prise en charge précoce, ce dépistage précoce, nous pourrions très rapidement éviter de venir à une population au sein de laquelle il y a beaucoup de personnes handicapées. Parce que nous ne sommes pas, jusque-là, comme il l'a dit, le travail au niveau socio-culturel est encore énorme. Mais si on peut éviter que les maladies que nous pouvons éviter nous conduisent à ce niveau, il serait très intéressant de le faire. Et je crois qu'ensemble, nous pourrions aller très loin dans cette lutte contre les maladies tropicales négligées et dans cette lutte contre la survenue du handicap au sein de la société. Merci, madame. Monsieur Adin, pour finir, j'imagine que vous allez revenir sur les droits des personnes en situation de handicap. Quel appel avez-vous à lancer? Oui, je dirais à la population et à tout le monde, les personnes handicapées ont un droit. Nous avons le droit à tout et à tout, comme vous. Ne regardez pas le handicap. Lorsque je suis personne handicapée et que j'ai déjà les aides techniques qui me permettent de faire tout comme vous, acceptez-moi parmi vous et comme vous, et on évolue. Respectez mes droits. Ne me brimez pas et je ne vais pas aussi vous brimer. J'ai le droit de vous respecter. Ça, je préfère le dire comme ça. Mais pour un mot de fait, je préfère remercier sincèrement le partenaire ANESVAD, oui, qui ont accepté nous accompagner dans cette lutte à travers ce projet pro handicap qui nous réunit autour de ce plateau, sur ce plateau d'ailleurs. En dehors de ça, remercier la nation béninoise. Remercier tous nos dirigeants et demander humblement au chef de l'État, Monsieur le Président, les décrets d'application. Nous souffrons des décrets d'application. On en souffre réellement et nous en avons besoin. Et nous savons que vous avez vraiment à cœur la cause des personnes handicapées dans le pays et que vous n'allez pas tarder à regarder, à jeter vos regards à notre direction. Ce n'est que ces mots que je pourrais dire. Et vous remercie aussi le plateau Eden TV, Madame Carole qui nous a reçus et tous les cadres, les réalisateurs pour pouvoir nous permettre encore de monter haut notre sensibilisation. Merci à vous, chers invités, et j'espère que vos doléances ne tomberont pas dans les oreilles des sourds. Merci, chers téléspectateurs, pour l'attention. À l'instant, nous parlions des maladies tropicales négligées et le handicap, les liens et les impacts sociaux. Merci pour l'attention et à très bientôt.